Bonjour, je m'appelle Agnès Pointu, je suis professeure de SVT en région parisienne dans l'Académie de Versailles et j'ai eu la grande chance de participer à l'expédition 374 à bord du Joy Death Resolution. Donc ici on est sur le catwalk, on est donc à l'extérieur des labos et c'est l'endroit où arrivent les sédiments en direction de la plateforme de forage. Donc ils arrivent dans des grandes pièces en plastique qu'on voit ici en dessous, qu'on appelle des core liners. Et ils vont être ensuite découpés en sections d'1,50 m qui vont être étudiées à l'intérieur du laboratoire. Donc l'idée c'est que sur le catwalk, il va y avoir deux choses importantes. La première chose c'est qu'on va retirer ce qu'on appelle le core catcher, c'est-à-dire la partie la plus basse de la carotte. Et ce core catcher, on va le donner aux paléontologistes parce qu'ils vont pouvoir du coup déterminer assez rapidement l'âge des sédiments. Et les géochimistes viennent aussi directement faire des prélèvements pour vérifier notamment l'absence de méthane ou le fait qu'il y ait très peu de méthane parce qu'on ne cherche pas du tout à rencontrer des hydrocarbures. On est vraiment dans le forage scientifique et on n'est pas du tout en mesure de gérer des découvertes de réservoirs. Donc une fois que les carottes ont été sectionnées sur le catwalk, elles vont être mises à équilibrer la température du labo dans cet endroit-là. Donc on attend, ça prend à peu près 4 à 5 heures parce que le fond océanique est à environ 2 degrés. Et donc pour que les mesures des propriétés physiques ne soient pas affectées par la température, on attend l'équilibrage des températures. C'est qu'on va numéroter les carottes. Donc on va les référencer de façon très précise pour ensuite être capable de les retrouver. Donc on a ici donc, le numéro de l'expédition, le numéro du site, le numéro du puits et le numéro de la carotte. Donc ça va être gravé dans le plastique et on va générer des étiquettes pour pouvoir ensuite les retrouver des nombreuses années après parce qu'elles peuvent être étudiées jusqu'à plusieurs années après. Donc ensuite, les premières étapes, ça va être de travailler sur, d'analyser les propriétés physiques sur la carotte entière, c'est-à-dire encore dans son core liner, dans son plastique. Donc on a ce banc ici qui permet de mesurer 3 propriétés physiques successivement. Et en fait, tout est automatisé. On utilise une lecture code barre pour lire l'étiquette. Au rang des propriétés, on a ici quelque chose qui va donc faire progresser la carotte de façon automatique. Donc ce premier appareil-là contient une source radioactive qui va émettre un rayonnement et qui va traverser l'échantillon qu'on va récupérer de l'autre côté. Et l'idée, c'est que ce rayonnement va être affecté par la densité de l'échantillon. Donc on va avoir une première approximation de la densité de l'échantillon. Sur ce deuxième appareil ici, on mesure ce qu'on appelle la susceptibilité magnétique. Donc là, on va créer un champ magnétique dans les sédiments et on va voir si les sédiments s'aimantent ou pas. Ça donne une indication sur l'origine des particules, parce que les particules qui sont d'origine terrigène, elles sont plus tendance à s'aimanter que les particules qui sont produites dans les océans et qui sont d'origine biologique. Donc ça donne une idée de la provenance des sédiments. Troisième poste, le poste où on mesure les vitesses de propagation des ondes P, donc ce qu'on fait au lycée aussi avec Audacity. Donc on a ici une source qui va générer les ondes P, ici les récepteurs, on a la distance, on a le temps de trajet et on peut avoir comme ça une idée de la vitesse des ondes P en continu dans la carotte, ce qui va permettre notamment de caler les profils sismiques en profondeur. Donc l'étape suivante, c'est cette machine-là. Cette machine-là, elle va mesurer la radioactivité naturelle émise par les sédiments, puisque tous les sédiments ont quelques minéraux radioactifs, du style le thorium, le potassium. Et ça va permettre de faire des corrélations entre les puits. C'est-à-dire que souvent, quand on fait des puits, on peut faire 2-3 puits côte à côte. On n'a jamais un recouvrement de la totalité des sédiments. Il manque toujours des parties. Donc l'idée, c'est ensuite de tirer une colonne stratigraphique idéale à partir de ces données fragmentaires. Et ça permet de faire ce qu'on appelle la corrélation entre puits. Donc une fois que les carottes sont équilibrées, qu'on a fait toutes ces mesures-là, on va les couper en 2 parties.
Donc ça se fait ici, donc, au niveau de cet endroit qu'on appelle la splitting home. Et donc l'idée c'est vraiment de les couper en deux, un peu comme un hot dog ou comme voilà. Pour avoir, donc on a ici un banc avec une scie. On adapte le niveau de la scie suivant la dureté des sédiments. Donc on a ça passe de quelque chose qui est du style fil à couper le beurre à vraiment des scies à tête de diamant. Pour les séparer en deux parties. Donc il y a une partie sur laquelle on va travailler, sur laquelle on va échantillonner, qu'on va appeler la working half, et une autre partie qu'on ne va que décrire, qu'on va appeler l'archive half. On a deux tables d'études des carottes. Il y a une table sur laquelle on va échantillonner. Donc on travaille sur les working half, et il y a une table qui va servir uniquement à la description où on voit que les étiquettes elles portent le A de archive half. Alors suivant les expéditions, c'est pas toujours les mêmes personnes qui échantillonnent, mais on a toujours des données, notamment pour les paléomagnéticiens. Donc l'idée c'est que chacun a ses petites étiquettes et ils se mettent d'accord pour savoir où positionner les étiquettes sur les carottes dans les endroits stratégiques. Et ensuite, ils font des prélèvements et pour montrer qu'ils ont prélevé quelque chose, par exemple ici, il y a un échantillon qui a été prélevé pour les paléomagnéticiens, on met une petite, on remplit le sédiment avec une petite mousse en plastique pour montrer que ça a été prélevé. Donc au niveau de la table de description, ce sont les sédimentologues qui travaillent. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décrire très précisément ce qu'on appelle les faciès, c'est-à-dire la couleur des sédiments, leur composition, pour avoir l'histoire complète du sédiment. Donc dans un premier temps, ils utilisent des feuilles comme ça, où ils consignent toutes leurs observations, donc c'est assez naturaliste comme approche, et ensuite ils font des données plus synthétiques. Donc ici, le même principe, sachant que on fait des études supplémentaires pour essayer d'avoir une idée de la provenance des sédiments. On fait ce qu'on appelle des smear slides, des frottis. Donc ça, c'est Isabella qui fait ça. Donc elle prend des petits cure-dents pour prélever quelques particules de sédiments, les étaler sur une lame et observer pour avoir une idée de leur provenance. Voilà, et là vous avez donc un micropaléontologiste à l'œuvre qui va prélever des sédiments pour isoler les microfossiles des sédiments pour essayer notamment non seulement de les dater, c'est quand même leur premier travail et ça ils font ça dans toutes les expéditions, mais en plus pendant l'expédition 374 ils vont essayer aussi de recréer les conditions environnementales de l'époque, notamment les périodes glaciaires et interglaciaires. Donc ici on est dans le domaine des paléomagnéticiens. Donc les paléomagnéticiens ils ont le même rôle que les micropaléontologues à bord, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord fournir un âge pour les sédiments. Donc ils utilisent une échelle des inversions du champ magnétique terrestre, savoir s'il était en sens normal ou inverse, et ils essaient de retrouver l'inclinaison de l'ancien champ magnétique. Donc ils procèdent pour ça à ce qu'on appelle une démagnétisation, c'est-à-dire que les sédiments ils vont être affectés en partie par les opérations de forage et d'échantillonnage. Donc ils vont enlever tout ce champ magnétique supplémentaire et parasite pour retrouver le signal original et ensuite estimer l'âge du sédiment, en accord avec les micropaléontologues. Donc le domaine des micropaléontologues c'est par ici. Ici, c'est leur laboratoire, donc c'est-à-dire que c'est là qu'ils vont préparer les échantillons. Donc il y a deux grandes familles de microfossiles. Il y a les microfossiles qui ont des squelettes de type siliceux et ceux qui ont des squelettes de type carboné. Donc dans les siliceux, on a les diatomées qui sont des algues unicellulaires et les radiolaires. Et dans les carbonés, on a surtout les foraminifères. Donc du coup, on ne va pas les préparer de la même façon. Mais l'idée, c'est quand même de partir du corps catcher qu'on a ici, qui sont numérotés, de faire une suspension, d'ensuite trier, de tamiser très finement, donc on voit ils ont tout un tas de tamis suivant les échantillons qu'ils veulent récupérer, et ensuite d'observer au microscope.
Voilà, donc là vous avez par exemple un micropaléontologue à l'œuvre. Donc il va sur toutes les lames qu'il a faites. Donc voilà, il fait tout un tas de lames pour une carotte. Qui va, donc là c'est pareil, elles sont numérotées très précisément, et dans chaque lame il va déterminer le nombre d'espèces qu'il y a et l'abondance de chaque espèce pour essayer de retrouver les âges. Donc lui il fait les radiolaires, on en a un autre qui fait les diatomées, un autre qui fait ici les dinoflagellés, un autre sur les foraminifères. Donc c'est vraiment, ils sont très spécialisés dans leur groupe de microfossiles. Ok, donc là on est dans le laboratoire des géochimistes. Alors les géochimistes, suivant les expéditions, ils font pas tout à fait la même chose, sauf que sur chaque expédition, ils ont un rôle essentiel, c'est vérifier qu'on ne trouve pas d'hydrocarbures et notamment pas de méthane. Parce que le Druides, c'était un bateau qui a été construit pour faire du forage pétrolier, mais maintenant on n'a plus tous les équipements nécessaires pour gérer notamment la découverte d'un gisement. Donc au contraire, on essaie vraiment de fuir toute présence de méthane. Donc sur le catwalk, sur tous les carottes qui arrivent, ils prennent des petites portions de sédiments pour vérifier dans cette machine qu'on n'a pas de méthane. Alors les géochimistes, ils vont aussi étudier les éléments qu'on appelle les éléments traces dans les sédiments, et notamment tous les processus liés à la diagénèse. Donc ils peuvent notamment, avec ces machines-là qui exercent une pression très importante sur les sédiments, récupérer l'eau interstitielle pour l'analyser et voir comment elle évolue dans la colonne des sédiments. Donc je vous emmène pour faire un tour des laboratoires du bateau et voir comment les scientifiques travaillent et quelles analyses ils font à bord. J'espère que ça vous intéressera et n'hésitez pas, si vous voulez vivre ça en direct, de réserver une visioconférence.